Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant qu'on plonge dans le sujet, je voulais te demander comment tu trouves ça, la fréquence de un épisode par mois? Parce que moi, j'ai quand même la difficulté, malgré mon horaire qui est très chargé dans les derniers mois, j'ai vraiment de la difficulté à y aller à un épisode par mois. Sachez que j'envisage, après le lancement du nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler, je me permets de faire une parenthèse. Au mois de mars, je vais lancer un nouveau projet que je n'ai pas encore parlé, mais que je vais éventuellement parler en primeur, en exclusivité, par mon infolette. Fait que si c'est quelque chose qui possiblement t'intéresse de savoir, je vais mettre dans le descriptif de l'épisode le lien pour t'inscrire à mon infolette. Et par le fait même, ça te donne accès à un guide gratuit que j'ai créé de mes 20 conseils de doula les plus précieux si tu désires vivre un enfantement épanouissant à l'hôpital. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, les derniers mois, ça a été beaucoup de création de contenu. Mon mois de février va être beaucoup d'enregistrement, de filmage, tout ça. Fait que c'est comme irréaliste pour moi de produire plus d'épisodes de podcast. Mais ça reste que c'est mon médium, mon moyen de communication avec vous que j'aime le plus. Donc, définitivement qu'à partir du mois d'avril, je prévois revenir à 2 épisodes par mois, donc 1 ou 2 semaines. Euh, voilà la petite parenthèse que je voulais faire en début d'épisode. Maintenant, pour ce 38e épisode, je suis vraiment excitée d'aborder la pratique sage-femme parce que c'est définitivement un sujet que je voulais aborder dès le début de mon podcast. C'était comme dans les sujets top 3 là, que je voulais vraiment explorer parce que je me rends compte à quel point c'est une pratique qui est encore grandement méconnue. Et cette méconnaissance-là influence beaucoup le choix du lieu de naissance des femmes, que soit que je rencontre en rencontre d'approche ou que j'accompagne littéralement. Donc, souvent, quand que j'entre en contact avec des couples, on fait la rencontre d'approche et ils me nomment leurs souhaits qui correspondent à 100% à la philosophie et à la façon de faire des sages-femmes. Donc, vraiment, le moins d'intervention possible, dans le respect du corps de la femme, puis du rythme de bébé, dans une vision des souhaits très physiologiques, mais qui se disent « Ah, mais tu sais, les sages-femmes, je suis vraiment pas sûre, c'est mon premier, tu sais, je me sens plus en sécurité à l'hôpital. » Mais en fait, c'est que leur vision ne concorde pas avec le paradigme médical. Mais on a tellement internalisé le fait que pour être en sécurité, on doit être pris en charge à l'hôpital. Et c'est également par manque de connaissance de l'ampleur et de la qualité du suivi sage-femme. Donc, parfois, en rencontre d'approche, je me permets un petit peu de démystifier puis d'expliquer la pratique sage-femme. Et là, certaines femmes sont vraiment comme « Oh mon Dieu, OK, c'est vraiment ce qu'il me faut » et vont vers une demande de suivi avec sage-femme. D'autres, parfois, maintiennent qu'elles se sentent plus en sécurité à l'hôpital et c'est parfait. Dans le fond, l'objectif, c'est que vous enfantiez ou que vous vous sentez en sécurité. Mais je crois que parfois, cette décision-là est vraiment causée par c'est ça, une mauvaise compréhension, peu de connaissances sur tout ce que les sages-femmes peuvent faire, sur leur scolarité, sur tout le cadre légal par lequel elles sont régies, leurs connaissances, leurs compétences. Donc voilà, c'est avec très grande joie que je vous offre cet épisode-là pour le mois de février et j'ai l'honneur de recevoir puis de discuter avec Josiane Giroux, sage-femme d'expérience. Elle va se présenter elle-même en début d'épisode, mais on se dépose en fait, elle et moi, pour vraiment vous expliquer de long et en large la pratique sage-femme. Donc,
scolarité, cursus scolaire, l'importance dans leur philosophie du choix éclairé, de repositionner la femme et le couple dans leur autonomie, l'humanisation des soins et du suivi offerts par les sages-femmes, toute l'amplitude des capacités, habiletés d'intervention qu'elles ont. Euh, et je me permets à un certain moment de faire une petite nuance, comme quoi qu'elles ont aussi la capacité et la sagesse parfois de ne pas intervenir. Bref, écoutez l'épisode si vous voulez mieux comprendre cette petite bulle-là que je fais. Mais sinon, voilà, et on termine un petit peu plus là, politique sur le, le peu d'accessibilité, malheureusement, de ce type de suivi-là, parce que c'est seulement 4% des naissances qui peuvent se déployer avec sage-femme. Donc, autant qu'une partie de moi qui tient à vous informer de cet incroyable service, autant qu'il y a une autre partie de moi qui est un peu déchirée parce que je sais que c'est pas autant accessible qu'on voudrait. Donc, somme toute, je vous souhaite un super épisode et c'est définitivement un épisode essentiel si tu as une vision des souhaits le moindrement physiologique et que tu te questionnes sur ton lieu de naissance. Je pense que cet épisode-là est essentiel pour te permettre de faire un choix qui est totalement éclairé et aligné pour définir ton lieu de naissance. Donc sur ce, je vous jaserai pas plus longtemps. J'ai assez jasé et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'enregistrer avec Josiane Giroux. Allô, Josiane? Allô? Merci vraiment de prendre ce temps-là, ton temps si précieux, pour qu'on puisse aujourd'hui démystifier ensemble la pratique sage-femme. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. J'aimerais te laisser te présenter à prime abord tous tes différents chapeaux, ton expérience. Qui es-tu? Hmm. La grande question, qui suis-je? Ben moi, je suis sage-femme depuis 2013. J'ai terminé ma formation et toujours pratiqué à la maison de naissance de la capitale nationale. Un long mot pour dire la maison de naissance de Limoilou, en fait, à Québec, dans notre jargon. Euh, Et à travers mon parcours professionnel, j'ai toujours été impliquée aussi au niveau de mon association professionnelle. Donc, je suis une profonde militante et j'ai donc été aussi à la présidence de l'association de 2020 à 2024. Donc, ça fait un an que j'ai terminé mon mandat, mes deux mandats. Puis, je suis actuellement étudiante à la maîtrise en pratique sage-femme à l'Université de McMaster et j'enseigne depuis un mois à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le certificat personnalisé. Donc, j'enseigne deux cours aux personnes étudiantes qui viennent de l'étranger, c'est un programme passerelle pour devenir sage-femme ici au Québec. Et j'enseigne aussi à un groupe du baccalauréat. Donc, c'est là où j'en suis en ce moment dans mon cheminement professionnel. Je suis aussi une maman de deux enfants, deux filles qui ont 11 ans et 7 ans. 11 ans, je le dis, c'est quand même grand, c'est tout récent. Et on est installés là, ensemble ici à Québec avec mon conjoint. Puis je suis belle-maman aussi de deux garçons qui ont tout bientôt 21 ans et 19 ans. Hmm. Donc, Ouais. vraiment bien placé pour bien connaître la pratique sage-femme. Oui, oui, je pense que je connais, en fait, les différentes sphères Mhm. qui entourent la pratique à tous les niveaux systémiques, mais aussi cliniques à travers tout ça. Mhm. Ouais. Good. Ben, en fait, le pourquoi que je désirais vraiment accorder un épisode sur la pratique sage-femme, même si je me spécialise dans l'accompagnement en milieu hospitalier, c'est que
Je reçois beaucoup de messages ou de femmes qui viennent vers moi, qui me démontrent ou qui m'expliquent leur souhait de naissance, qui sont souvent empreints de beaucoup de physiologie. Ils veulent quelque chose de naturel, avec le moins d'intervention possible, en fait, qui me décrit beaucoup la philosophie et la vision des pratiques sage-femme. Et, mais qui me disent en fait qu'ils sont suivis à l'hôpital par besoin de sécurité, parce que, ah, ben non, ben tu sais, les sages-femmes, je sais pas trop, j'ai jamais accouché, là, c'est mon premier, je vais me sentir plus en sécurité à l'hôpital. Fait que je constate qu'il y a quand même le discours de peur, là, qu'enfanter, là, c'est dangereux, puis il faut être à l'hôpital, puis c'est là qu'on est en sécurité. C'est très internalisé chez les femmes. Euh, Puis là, souvent, quand je décortique un peu avec eux la pratique sage-femme, puis là, je vois les yeux s'ouvrir, c'est comme, ah, OK, on a premièrement accès à ça. OK, c'est plus élaboré que de bouche à oreille, là. Hmm. Encadré, tout ça. Fait que je me suis dit, OK, il y a vraiment un besoin d'aller démystifier, d'aller comme clarifier la pratique sage-femme, parce que personnellement, dans mon utopie du système des naissances, ça serait en première ligne, tu apprends que tu es enceinte, automatiquement suivi sage-femme, qui sont les pros de la physiologie. Puis après ça, si on détecte un besoin, une réelle pathologie qui nécessiterait quelque chose de plus médical, là, on transférerait en milieu médical. Ce qui n'est pas ça en ce moment. Et fait que d'où l'envie de faire cet épisode-là aujourd'hui avec toi. Fait que j'ai envie qu'on parte par la base, dans le Ouais. sens où d'expliquer c'est quoi les. Parce que oui, il y a des études sage-femme, comme tu disais, là, tu t'enseignes à l'Université de Trois-Rivières. Fait que c'est quoi le cursus d'une sage-femme? C'est quoi qu'elle apprend? C'est quoi la philosophie qui est au cœur de la pratique sage-femme? Hmm. Ben, en fait, ouais, partons de la base. Là, dans le fond, il faut savoir que ben, c'est depuis un peu plus de 25 ans qu'il existe un programme universitaire qui est la voie pour devenir sage-femme au Québec. Donc, c'est le baccalauréat en pratique sage-femme qui est offert à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, uniquement dans la province ici. Il y a différents programmes à travers le pays. Puis, c'était il y a tout récemment un programme de 4 ans et demi, mais ça vient de changer pour un programme qui est en tout de 3 ans. Mais bon, dans la restructuration, il faut comprendre que c'est comme un 3 ans intensif, on va dire comme ça. Euh, dans ce parcours universitaire-là, vraiment l'emphase est mise sur des stages. Donc, c'est un parcours qui est très expérientiel. Donc, il va y avoir 2 sessions d'université à Trois-Rivières plus théoriques. C'est un parcours qui se fait à temps complet pour le moment. C'est pas offert à temps partiel. Puis par la suite, c'est des stages. Puis en parallèle des stages, il y a des cours qui viennent soutenir les apprentissages. Puis il y a aussi des périodes intensives de laboratoire ou d'enseignement plus pratique. Donc, c'est pour ça que le nom, je trouve, du programme est très indicateur de ce qu'est cette formation-là. C'est le baccalauréat en pratique sage-femme. Donc, au terme de la formation, tu sais, les étudiantes, les personnes étudiantes, ils vont avoir beaucoup d'expositions, autant en prénatal, en perinatal qu'en postnatal. Dans les stages, ça va être en maison de naissance ou à l'hôpital à l'étranger ou au Québec, dans le fond. C'est que quand on va à l'étranger, on le sait, là, on a vraiment une pratique qui est différente au Québec, qui est hors centre hospitalier dans la très grande majorité de notre pratique, alors qu'ailleurs dans le monde, les sages-femmes sont plus intégrées dans les hôpitaux. Donc, il y a la possibilité d'aller faire des stages, par exemple, en France, mais ce sera donc un stage en milieu hospitalier avec des sages-femmes. Euh, Ça, c'est le parcours universitaire, si on veut, pour devenir sage-femme. Et il faut comprendre que quand il y a eu la légalisation en 1999, en même temps, il y a eu la création du baccalauréat. Puis tout ça a été créé par des sages-femmes qui étaient des sages-femmes allégales, donc qui pratiquaient dans un système non professionnel
Et le programme a été créé avec cette philosophie-là, cette demande-là des femmes et des familles d'avoir une approche basée sur la physiologie, sur la confiance, sur la remise du pouvoir aux femmes dans leur pouvoir décisionnel, dans les choix éclairés, dans leur puissance, d'enfanter, puis d'avoir aussi toutes les compétences pour prendre soin de leur bébé. Donc, le programme est le reflet finalement de cette vision-là du besoin des familles qui ont réclamé quand même pendant plus de 20 ans le retour de la pratique sage-femme comme une profession. Elle n'était pas absente, mais elle était moins accessible, comme elle était plus accessible au privé, puis par du bouche à oreille, si on avait la chance de connaître une sage-femme et d'avoir les moyens de pouvoir avoir une sage-femme, c'était possible, mais ce n'était pas offert dans le système de santé. Maintenant, comme tu disais, l'accès, c'est gratuit quand on a la RAMQ, notre assurance maladie, couvre les soins et services sage-femme. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu dans la province. Puis, donc, la philosophie est enseignée tout au long du parcours universitaire, mais il faut cette philosophie-là que je viens de raccourcir, là, dans beaucoup l'autonomisation, la confiance, la remise du pouvoir, l'utilisation judicieuse de la technologie, tout en étant dans une pratique qui est evidence-based, donc basée sur quand même les données probantes. On ne peut pas s'en sortir, mais souvent les données probantes vont vers ce qu'on fait comme profession, mais c'est plus long à changer les pratiques à l'hôpital. Hmm. Fait que, ouais, je le résumerais comme ça. Puis, il y a aussi des sages-femmes dans la province, comme je vous ai mentionné, comme j'ai mentionné, que j'enseigne, moi, au certificat personnalisé. Puis, il faut savoir que dans la province, il y a plusieurs sages-femmes qui pratiquent, qui ont d'abord pratiqué dans leur pays d'origine et qui ont fait ce parcours-là du certificat personnalisé, qui est comme une mise à jour, une mise à niveau du contexte québécois, parce qu'on a un système de santé bien particulier, mais aussi une pratique bien particulière de ces valeurs-là, finalement, qui sous-tendent notre profession, de la capacité des personnes à mettre au monde leur bébé. Puis voilà. Hmm. Fait que dans le fond, c'est un 3 ans condensé, basé sur du scientifique, mais dans la vision de remettre la femme au centre de son pouvoir, de son pouvoir et de sa physiologie. Oui, c'est bien résumé. Hmm. C'est des bonbons à mes oreilles. Euh, Puis, parfait, ça clarifie vraiment, tu sais, parce que c'est ça, souvent, ce que j'entends, c'est comme, ah, ben là, je savais même pas que les sages-femmes avaient des études. On pense que c'est comme appris à la va-vite ou, tu sais, que c'est appris de génération en génération, alors que, non, non, là, il y a une structure, il y a de l'apprentissage, puis c'est pas au feeling, là, tu sais, c'est pas des oui-dire, c'est vraiment basé sur le scientifique, sur l'evidence-base, comme tu as dit, fait que bien contente de clarifier ça. Et ensuite, ce que je trouve vraiment intéressant d'aborder, c'est la profondeur du service offert par les sages-femmes, tout le côté aussi de l'humanisation qui est fait versus la fragmentation des soins qu'on voit en milieu hospitalier. Fait que si tu peux me parler un petit peu plus du suivi sage-femme, de ce qui est offert prénatal, postnatal. On reviendra un peu plus spécifiquement pendant l'accouchement, mais si tu peux Mhm. m'illustrer là, j'ai envie de dire la qualité du service offert sage-femme. Oui, bien, je ne peux pas m'empêcher, Émilie, juste de revenir sur une petite chose parce que tu as nommé quelque chose que je trouve qui va avec le suivi, comment il est fait. Puis, un peu un regard en t'entendant sur la crainte des gens qui peuvent écouter que les sages-femmes n'aient pas les connaissances suffisantes pour agir dans toute situation. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'importance de l'expérience et de l'exposition. Et donc, je vais rentrer dans le suivi, mais on est dans une société où le biomédical est dominant, l'approche biomédicale est dominante. On s'en rend même plus compte à quel point on évolue dans un système qui n'est pas dans de la prévention, mais dans du curatif. Puis on a mis la grossesse puis l'accouchement dans cette même philosophie-là. Euh, et, et dans le parcours universitaire, mais dans un suivi sage-femme, parce que je fais le reflet entre les deux,
ça fait vraiment, c'est une approche qui est complètement différente d'une certaine façon aussi dans l'enseignement qui est fait aux étudiantes, euh, dans la continuité. La continuité est valorisée. La continuité des soins et des services est valorisée dans le parcours universitaire parce qu'on souhaite que les étudiantes voient évoluer une famille et puissent être même à son enfantement et à son postnatal pour prendre conscience de l'importance d'accompagner sur le long terme euh, les changements qui ont lieu et la transformation qu'amène finalement l'arrivée d'un enfant. Euh, et donc, c'est comme une invitation à dire d'abord de regarder si ça nous fait peur qu'une sage-femme n'ait pas les compétences, de se questionner sur c'est quoi les réelles compétences qu'on veut d'un professionnel qui fait notre suivi de grossesse. Je voulais juste le nommer. Qu'est-ce qu'on souhaite Hmm. vraiment que cette personne-là ait comme compétence et expérience? Est-ce que c'est une peur? Est-ce qu'on a peur? Quelle est la peur qui sous-tend de vouloir des actes cliniques précis, tout ça? C'est une invitation que je fais. Mais sachez que les sages-femmes vont avoir toutes ces compétences-là. Mais le plus important, si on revient au suivi, c'est que le suivi sage-femme, il est basé sur une relation de confiance entre la professionnelle et la famille, et particulièrement la personne qui est enceinte. La femme, elle a cette connexion-là avec son bébé et la sage-femme, elle est là pour l'accompagner dans ce qu'elle vit et aussi l'amener à connecter à son bébé. Et donc, on va se rencontrer tout au long du suivi de la grossesse, pardon. Au début, dans le premier trimestre, 2 fois, souvent. Ensuite, ça va être aux 4 à 6 semaines jusqu'au troisième trimestre. Au troisième trimestre, il va y avoir des rencontres aux 2 à 3 semaines. Puis, à partir de 37-38 semaines, c'est à chaque semaine, voire 2 fois par semaine, dépendamment des suivis, après 40 semaines, des besoins, puis tout ça. Donc, ça, c'est comme un portrait. C'est un suivi en termes de régularité qui ressemble à n'importe quel suivi de grossesse. En termes de nombre de rendez-vous, c'est pas très différent. La grande différence, c'est la durée des rendez-vous. Dans le fond, quand je vous disais qu'est-ce que vous aimeriez qu'une professionnelle qui vous accompagne dans votre suivi ait comme expérience, expertise, compétence, c'est que dans un suivi sage-femme, au-delà du clinique, donc pour les personnes qui ont déjà eu des enfants, il va y avoir tout le volet, tu sais, de prendre la tension artérielle, de s'assurer de la croissance fœtale en mesurant la bedaine, d'écouter le cœur du bébé, de regarder les échographies ensemble, s'il y a eu des échographies, de les prescrire aux besoins. Les sages-femmes, on ne les fait pas, mais on les prescrit. De faire les prises de sang selon les choix que les parents, la maman, la personne enceinte fait. On les fait nous-mêmes, les sages-femmes, les prises de sang dans les maisons de naissance, la très grande majorité. Juste Donc ce ça, que c'est tu comme viens ça. de dire, Ouais. selon ce que la maman. Tu sais, juste ça. Oui, c'est Il y a une ça. immense différence dans les Ouais, suivis. Parce que je vais me faire l'avocat du diable du paradigme médical, mais ouais, ce qu'on constate, puis ce qu'on vit, c'est très. Il y a une autorité médicale qui dit, bon, ben là, maintenant, tu es rendu à tant de semaines de grossesse, voici ta prescription pour ton échographie. Voici ouais. maintenant le test de diabète de glycémie que tu dois faire. Maintenant, c'est ci. Il y a comme vraiment une obligation. Puis Ouais. hier, je discutais avec Malika Bonaparte, puis elle disait, les professionnels, ils ont, eux, une obligation d'en parler. Mhm, Ce n'est pas la femme qui est obligée de le faire. Mais mhm, cette notion-là, c'est un peu perdu. Il n'y a plus de nuance. Et là, c'est on est obligé de. mhm. Tandis que là, dans ce que tu nommes pratique sage-femme, c'est un petit détail, mais je trouve que ça illustre tellement bien le respect de la femme dans son pouvoir. C'est qu'il y a Mhm. vraiment des choix qui sont libres et éclairés, puis on s'en remet à, bon, moi, de mon côté, j'ai l'obligation de te proposer ça, de t'expliquer que là, tu peux faire ci, tu Exact. peux faire ça, mais c'est toi qui décides. Fait qu'il y a cette nuance-là que je trouve vraiment précieuse dans le suivi sage-femme. Ouais, puis qui prend du temps. Fait que c'est en fait comme là où c'est exactement ça, c'est que on fait le volet clinique pour s'assurer, tu sais, de, 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 de voir est-ce que l'évolution de la grossesse est normale, que la maman demeure en santé, que le bébé se développe bien. Mais tout autre élément va être discuté et enseigné.
Fait que c'est ce qu'on appelle les choix libres et éclairés. Comme tu dis, nous, dans notre jargon, on fait des choix éclairés, mais c'est qu'on. Mais ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que les rendez-vous durent 45 minutes à 1 heure, 30, 45 minutes, 1 heure. Ça va dépendre, c'est variable selon aussi les besoins des parents. Fait que ça, c'est un des éléments. Fait que tout ce qui concerne, si on pense à des prises de sang, à des tests à envisager, lieu de naissance, on va en reparler, mais tu sais, les Mm. différents choix qui vont s'offrir, les soins au nouveau-né, qui sont normalement, si on va à l'hôpital, faits de façon protocolaire, qui sont seulement comme on obtient un consentement. C'est très différent d'avoir que de faire un choix libre et éclairé. Mm. On va plutôt aller chercher le consentement dans certaines situations. Mais là, on Puis va des fois, c'est un l'enseigner. consentement qui est considéré implicite, là. C'est ça. Oui, tout à fait. Mm. Ouais. Donc, fait que ça prend du temps. Puis l'autre élément, c'est qu'on accompagne la transformation. Quand j'appelle la transformation, on va parler de la matrescence, ou on peut parler il y a différents mots, mais c'est toute transformation qui amène l'arrivée d'un bébé dans la vie des mamans, des familles. On va couvrir, bien là, vous pouvez imaginer l'ensemble des sujets qu'on pourrait aborder. Puis ces sujets-là, euh, on connaît quand même que dans le processus, il y a des tendances quand même qui reviennent de qu'est-ce qui apparaît puis qui peut monter, puis bon, comme par exemple les maux de grossesse, on va donner des conseils, on pourra prescrire des médicaments au besoin, on va faire de l'enseignement sur peut-être des petits trucs qu'on apprend au fil de notre expérience comme sage-femme d'accompagner des mamans, mais on va prendre le temps de les aborder assez en profondeur. Puis on va aussi parler au niveau psychosocial. On va faire attention au contexte de vulnérabilité, à bien référer les parents dans les tout. Il y a beaucoup de services qui sont offerts dans notre réseau de la santé. Seulement, il faut savoir à quelle porte cogner. Donc, nous, on est un professionnel, on est des professionnels de première ligne. Fait qu'on peut cogner à ces portes-là avec les familles. Fait que ça, c'est le suivi de grossesse. Il va être teinté par vraiment l'individu. Donc, c'est pas quelque chose qui est routinier, c'est vraiment variable. Si je fais le suivi d'une Mm. famille, que c'est leur cinquième, qu'on a toujours été ensemble, puis je sais que mes rendez-vous sont plus les mêmes parce que je suis pas dans le même niveau d'apprentissage à se connaître que si c'est un premier bébé, Mm. mais leur besoin, il est différent qu'au quatrième, qu'au troisième, qu'au deuxième. Puis le postnatal, dans le fond, après la naissance, parce tu disais qu'on allait parler plus de l'accouchement en détail, mais il faut savoir qu'on continue jusqu'à 6 semaines postnatales de suivi pour la mère et le bébé. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est encore une fois le volet clinique, fait examen physique du nouveau-né, quand on le voit, mais beaucoup aussi l'accompagnement de l'allaitement, l'accompagnement du quatrième trimestre, de des changements, du devenir parent, encore une fois, de la suite de ces transformations-là, la référence aussi dans le vécu postnatal à différents organismes communautaires au besoin. Puis on va à domicile, dans le fond, on fait des visites à domicile à jour, en fait, on se revoit à jour 1, 3, 5 postnatal. Donc, dépendamment du lieu de naissance, le jour 1 est des fois à domicile, des fois en maison de naissance. Mais après ça, à jour 3, jour 5 postnatal, c'est souvent à domicile, dépendamment Mm. de petits détails. Donc, c'est très précieux dans notre réseau de la santé en ce moment où ça a été beaucoup réduit après la COVID, les visites à domicile. Ouais. Puis, on se voit à 3 semaines, puis à 6 semaines postnatales aussi. Ouais. Ce qui est pour moi tellement inhumain de demander à une femme postnatale, 24-48 heures, de s'habiller, d'habiller son nouveau-né, de le mettre dans le char, de se rendre au CLSC pour 5 minutes. Pour le peser, regarder la prise du sein, risque de jaunisse. Puis il y a vraiment, je trouve, une déconnexion à la femme, une Hum, déconnexion au bébé qui est préservée dans la pratique sage-femme le plus possible. Puis, tu me corrigeras, voir si c'est pas toujours comme ça, mais je sais que la maman a le numéro direct de sa sage-femme. Fait qu'il y a ça aussi, cette proximité-là, qui emmène un lien beaucoup plus direct, là. Ça, c'est Ben, riche. en fait, c'est dans le fond, dès le début du suivi, là, au premier rendez-vous,
On remet une liste des téléphones de garde. Donc, les sages-femmes, on est de garde 24 heures sur 24. Il y a une sage-femme disponible pour une famille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas toujours la même, là, on a des congés. Puis donc, les parents savent à quel numéro appeler pour connaître à quel moment rejoindre quelle sage-femme, Mhm. en tout temps. Fait que c'est aussi en postnatal, bien évidemment. Fait que souvent, les gens sont surpris. On va dire, ben, tu sais, nous, on donne un congé après une naissance. On va donner congé, c'est-à-dire que nous, on retourne chez soi, puis les parents, on considère qu'ils sont en santé, et le bébé, il est en santé, puis 3 heures postnatales, 3, 4 heures postnatales. Mais on est Mm. disponible, on est au bout du téléphone. S'il y a quoi, on fait beaucoup d'enseignements sur les signes et symptômes de quand nous appeler, finalement. Fait que ça redonne beaucoup le pouvoir aux parents, beaucoup Ouais. d'autonomie. Puis tu sais, tout parent inquiet va nous appeler. Là. Puis on va y aller, on va aller voir le bébé, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Mm. Ouais. Puis quand il y a enfantement en maison de naissance, l'autre fois, la manière que la sage-femme le dit quand j'étais là, elle a dit, bon, maintenant ça fait 3 heures que bébé est né, tout va bien, fait que vous êtes plus considéré comme admis avec les soins, tout ça, fait qu'on va pas venir vous voir, vous déranger. Vous pouvez passer la nuit ici, vous pouvez partir demain au moment que ça vous conviendra, puis si vous avez besoin, vous pouvez appeler l'aide natale. Tout à fait, c'est ça. Fait C'est que- quand à la maison de naissance, il y a une personne qui demeure sur place, les familles ne sont pas seules. Avec sage-femme vient aide natale. Là. Les aides natales et les sages-femmes, c'est une équipe extrêmement précieuse. Il n'y a pas de maison de naissance sans aide natale. Donc, ce sont vraiment des petites fées, des grandes fées, des grandes magiciennes de la naissance, en ce sens où elles soutiennent tout ce qu'on. Si vous allez en maison de naissance, toutes les, tout le matériel, tout l'organisation d'une maison de naissance, c'est un travail qui est fait beaucoup par les aides natales. Et elles restent disponibles, et elles sont formées en allaitement, puis elles sont super soutenantes pour les familles qui séjournent à la maison de naissance en postnatal immédiat. Puis dans plusieurs maisons de naissance, maintenant, elles offrent aussi les cours prénataux parce qu'elles ont développé aussi une expertise des aides natales, puis sont souvent doulables. Ouais. Fait que des suivis très proximal, un lien qui est nourri, une continuité qui est là. On prend le temps, tu sais, comme tu disais, de faire vraiment des choix éclairés. On fait des balances décisionnelles aussi là, que j'appelle. Fait que vraiment une transmission d'informations qui est remis à la femme pour la décision. Tu sais. Tout à fait. Je pense que des fois, Mm. ça aide pour les gens qui ont peut-être qui n'ont pas eu d'enfant encore, de donner un exemple. Je pense que ça peut peut-être être aidant. Par exemple, au Québec, il y a un programme québécois du dépistage prénatal de la trisomie. Fait que c'est un programme qui est offert quand on a quand on a la RAMQ gratuitement à l'ensemble des femmes, des personnes enceintes. Puis il y a deux options par rapport à ce programme-là. Si on est dans un suivi médical, on va se faire remettre un papier qui va nous l'expliquer ou pas, ça dépend. Puis on va avoir une prescription pour aller faire les prises de sang, puis l'échographie qui viendrait avec. Point. Si on est avec une sage-femme, on va avoir le même papier qui explique les choses. On va pouvoir faire la prise de sang le jour même si c'est le souhait et je pourrais aussi donner la prescription pour l'échographie, mais avant toute chose, je prendrai le temps d'expliquer c'est quoi le programme québécois de dépistage de la trisomie. Qu'est-ce qu'il implique? C'est un dépistage. C'est quoi un dépistage? C'est quoi la différence entre un dépistage et un diagnostic? Ce sera quoi le résultat qui va sortir de ce dépistage-là? Le but, c'est d'amener les gens à prendre conscience. On fait un dépistage. Pourquoi vous le faites? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous allez faire avec la réponse? Qu'est-ce qui va arriver quand on va vous recontacter pour vous donner les résultats? Si c'est ça, voici. Si c'est ça, voici. Tu vois? Donc, l'idée, c'est que Hmm. les gens aillent un peu plus loin que le ici maintenant aussi dans le fait qu'on parle de leur bébé ici. Là. On parle d'un fœtus, mais on parle d'un projet. Puis là, le résultat de ces prises de sang-là, bien, ce n'est pas anodin. Tout dépistage n'est pas anodin. Il a des potentielles répercussions sur la suite de leur parcours de grossesse. Puis le but, c'est d'amener un peu plus, amener ces enseignements-là, la bonne compréhension, puis des réflexions aussi.
par rapport à ce qu'il ferait avec ce résultat-là par la suite, puis quelles seraient les étapes suivantes. Comme ça amène aussi un peu moins de surprise, puis ça amène un sentiment de pouvoir aussi dans la suite. Fait que c'est beaucoup, c'est un exemple simple, je trouve, sur juste le même dépistage, comment on peut l'aborder, puis qu'est-ce qu'on amène comme réflexion parce on parle de leur futur bébé, d'une grossesse en cours. C'est important que dès la grossesse, on commence à faire des choix qui ont un impact sur notre futur enfant. Tu sais. Hmm. Puis on dirait ce que j'entends aussi dans ce que tu expliques, c'est parce qu'on dit beaucoup des fois, ah, ben, tu sais, écoute-toi, qu'est-ce que ton intuition te dit? Mais on est tellement dans une société qui nous emmène à nous déconnecter de notre intuition, puis on est tellement dans le faire, puis dans une recherche de réponses puis de vérité à l'extérieur de nous, où on s'en remet à quelqu'un d'autre, parce que, ben, c'est de même qu'on fonctionne. Mais ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est que la sage-femme guide la femme à revenir à elle. Tu sais, l'outil lui donne les informations, fait des recommandations ou du moins euh, l'emmène justement à faire son propre choix. Fait que la ramène à sa vérité à elle, à son intuition, tout en s'assurant qu'elle ait les infos, le savoir, les connaissances nécessaires pour. Fait que, Tout à fait. C'est comme un passage de savoir. Je le vois vraiment comme une transmission de savoir, dans le fond. Parce que ces savoirs-là, même, mettons, moi, je n'aurai pas d'autres enfants, je les possède, mais à moi, individuellement, ils ne me servent plus. Dans mes décisions parentales, je ne serai plus enceinte. Mais quand on le vit, c'est important, dans le fond, d'avoir l'ensemble des informations pour prendre une décision libre et éclairée. Puis bon, on va adapter, là, tu sais, y a des parents qui vont me dire dès le début du suivi, ça m'arrive quand même, ça m'arrive de façon assez régulièrement. Moi, je veux juste tout. Je vais prendre tout. Je veux pas que tu m'en parles, je vais tout faire. Puis tu sais, je n'ai rien contre, il n'y a pas de pour ou contre dans tout ça, mhm, mais je ne vais pas arrêter d'être sage-femme. Et donc, à ça, je répondrais, j'entends que tu veux tout, mais je vais tout t'informer quand même. mhm, Donc, c'est-à-dire que je ne vais jamais faire un geste sur ton corps. Je ne prendrai jamais de ton sang sans que tu saches pourquoi je fais ce prélèvement-là. Tu me dis que tu les veux toutes, d'accord, mais je vais quand même te dire, ben ce tube-là, il est pour ça, ce tube-là, il est pour ça, ouais. tu es encore OK avec ça. Fait que c'est parce que les impacts de ces gestes-là ou de ces tests-là, ils me concernent pas, moi, individuellement, tu sais. Fait que, mais c'est une possibilité de vouloir tout, c'est pas ça le point. Le but, c'est ben, savoir, par contre, qu'est-ce qu'on est en train de Hmm. faire, tu sais, puis de, de dépister ou de... Ouais, Ouais. Ouais, je pense que t'amènes vraiment une bonne nuance aussi, que c'est pas parce qu'on accepte qu'on n'a pas besoin d'une information pour comprendre. exactement. Puis c'est Hmm. surtout que ben, le test, il va dépister quelque chose. Si je fais par exemple, si je fais en début de grossesse une formule sanguine complète, fait que ça, c'est notre petit jargon, mais si je teste votre taux de fer, là, je vais le dire comme ça, dans votre sang, puis qu'il revient, puis qu'il me dit, il n'est pas élevé, le taux de fer, ben, ben moi, je vais donc faire des enseignements sur comment augmenter l'hémoglobine, le taux de fer. Mais c'est pas à moi de faire les changements, c'est à la personne aussi. Puis lui enseigner c'est quoi l'importance dans la grossesse, puis pourquoi ça aura un impact, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme influence dans sa vie au quotidien, puis pour la croissance de son bébé, ta. Donc, c'est aussi qu'on est une équipe. Tu sais, moi, je peux faire un test, mais le résultat, s'il me dit qu'il y a quelque chose à modifier, c'est pas moi qui fais les changements, Hmm. c'est la personne qui va devoir peut-être prendre un supplément ou à revoir son alimentation ou aller chercher, investiguer différentes autres choses peut-être qu'elle n'était pas au courant dans sa santé. Fait c'est toujours important de savoir. Une sage-femme, dans mon parcours, m'a dit une phrase que je répète beaucoup, puis que je pense qu'il ne m'appartient pas juste à moi comme sage-femme, mais c'est qu'est-ce que je fais quand je fais ce que je fais. Donc, c'est qu'est-ce que je fais quand je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me fais faire une prise de sang? Posons-nous cette question très simple. Si on sort d'un rendez-vous puis qu'on a eu des tests qu'on ne comprend pas, ce n'est pas normal.
parce Hmm. qu'on ces tests-là visent à évaluer la santé du bébé, et donc nous concernent profondément. Ah, Ouais. totalement. Totalement. Euh, Puis là, je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers l'enfantement. Donc, de façon générale, euh, qu'est-ce qui est possible pour une sage-femme de faire s'il y a quelconque, mettons, complication, que les femmes disent, mettons, qu'ils se sentiraient plus en sécurité à l'hôpital s'il arrive quelque chose. Fait que, Mhm. quelle est la vaste possibilité de pratique médicale, intervention, responsabilité légale, tout ça, d'une sage-femme pendant un enfantement? Mhm. Mais dans le fond, il faut comprendre que les sages-femmes sont formées spécialistes de la grossesse et de l'accouchement qu'on dit, bien bizarrement, normal, physiologique. Puis quand on est spécialiste de quelque chose, on devient donc spécialiste de la détection de quand ce ne l'est plus. Et je trouve ça important de le nommer comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est dans ce que moi j'appelle, parce qu'on le dit souvent, là, c'est pas juste moi, mais des zones grises. Donc, quand on rentre dans des situations où on commence à avoir des petits drapeaux rouges sur la santé, par exemple la santé du bébé ou la maman, à l'accouchement entre autres, on agit. Bon, là, ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi, comment on agit? Donc, les sages-femmes, on est formés à agir dans toutes les urgences obstétricales. C'est même une obligation professionnelle. On doit avoir une certification à chaque 3 ans. Au terme de notre formation universitaire, on doit avoir fait aussi cette certification-là. Donc, quand on parle d'urgence obstétricale, pour les personnes qui ont entendu tout plein d'histoires, parce qu'on est dans une société de peur. Donc, la grossesse et l'accouchement ne sont pas des processus qui sont valorisés dans notre société comme étant quelque chose de positif, de transformateur, de puissant et de normal, mais quelque chose d'épeurant. Fait que là, on a beaucoup Et de d'histoires dangereux. et de très dangereux. De très dangereux. Donc là, dans ces dangers, là, je vais être dans mes mots très cliniques, là, mais dans les situations d'urgence obstétricale qu'on va rencontrer, il va y avoir, par exemple, si le cœur du bébé nous démontre qu'il est anormal, donc la fréquence cardiaque du bébé anormale durant l'accouchement. Si on a une hémorragie en postnatal immédiat ou même des segments durant l'accouchement anormaux. Si on a à la naissance une dystocie des épaules, donc un bébé qui, on va dire dans notre jargon, reste coincé. Là, ça va être ça qui va être raconté, là, c'est mettons de bouche à oreille. Toutes ces situations-là, on est formé, basé sur les lignes directrices autant des gynécologues obstétriciens du Canada que de l'Angleterre, que des américaines, mais aussi sur la pratique sage-femme. On a des lignes directrices sage-femme aussi, parce qu'il faut comprendre qu'on pratique hors centre CH. Donc, notre façon d'agir n'est pas la même. On n'est pas dans un lieu où on sait qu'on peut se tirer une cloche puis avoir 50 personnes qui vont rentrer dans la pièce. On est à Hmm. domicile, on est à la maison de naissance, on est 2, on est 3, on est peut-être 4 s'il y a des étudiantes avec nous. On le sait qu'on est moins nombreuses. On est formé pour agir dans ce contexte-là aussi, d'être moins nombreuses. Fait que ça, donc, on agit et on est formé pour et on rencontre ces situations-là dans notre parcours. Toutes les sages-femmes, puis on a tout agi. Puis euh, si les personnes sont intéressées plus par les chiffres, les taux de mortalité périnatale des sages-femmes demeurent très, très bas. Sont publiés par l'Ordre des sages-femmes du Québec. La réalité, c'est qu'on entend on peut entendre beaucoup de choses, mais il faut peut-être regarder, ben, elles viennent d'où ces parts-là. Des fois, les gens vont me dire, ah, moi, si j'avais accouché, puis si je n'avais pas accouché à l'hôpital, mon bébé serait mort. Euh, Mhm. Ça, je l'ai entendu souvent quand on me dit que je Oui, suis moi aussi. sage-femme. C'est ça. Mais c'est parce qu'on a une compréhension quand on accouche, et surtout parce qu'on ne se fait pas enseigner beaucoup les choses dans notre société, très limitées de qu'est-ce qui était en amont de ça, c'était quoi nos drapeaux
qui aurait Hmm. fait que la sage-femme aurait agi bien avant potentiellement parce qu'elle ne pratique pas dans le même contexte. Là. Je veux juste aussi rappeler cet élément-là. Mais on agit dans toutes ces situations-là. On a la médication euh, pour les hémorragies, entre autres. Puis pour la réanimation néonatale avancée aussi, on est formé aux 2 ans. Donc, on est certifié. On a tout le matériel. On a la même table de réanimation, le même matériel à domicile que en maison de naissance. C'est pas tout à fait la même table. Là. Maintenant, en maison de naissance, c'est comme une grosse table comme à l'hôpital. Euh, on appelle ça la table Panda. Là. Mais ça reste qu'on a le même matériel. On fait des pratiques à chaque mois, les équipes sages-femmes, en urgence, dans tous les types d'urgences. Fait que le volet, tu sais, moi, je retourne beaucoup les peurs vers les gens. Il y a beaucoup de déconstruction à faire, mais on ne serait pas légalement professionnalisé, là. Il faut juste se le rappeler. On pratique dans un système où d'hégémonie biomédicale. Ça a pris plus de 20 ans avant qu'on soit légalisé. Assurément qu'on est compétente pour agir dans l'ensemble des situations qui se présentent, parce que sinon, on n'aurait jamais pu être légalisé, puis on ne pratiquerait plus après 25 ans. Hmm. Mais c'est OK d'avoir des peurs. En fait, c'est plus qu'OK, c'est tout à fait normal. Puis, puis ces peurs-là, ça fait partie du processus de les adresser, qu'on soit suivi par une sage-femme ou par un médecin, parce que ces peurs-là, elles ne vont pas disparaître de par le professionnel qui est devant soi. Elles sont là, puis il faut les adresser. Euh, Fait que je pense que j'invite les gens aussi. Je vais juste je pense que je ne l'ai pas dit tantôt, Émilie, c'est que quand on veut un suivi sage-femme, on doit participer à une soirée d'information. Puis là, ça, c'est dans chaque maison de naissance, c'est une formule différente. Puis, où le matériel, là, il va être, tu sais, comme justement, là, tu sais, la table de réanimation, là, tout le matériel, il est montré pour que les gens ils voient qu'on a des incubateurs de transport. Tu sais, juste, on est organisé, un corridor direct avec les paramédics pour le plus de rapidité pour le transfert. Fait que, tu sais, tout ça est démystifié dans la soirée d'information qui est obligatoire quand c'est un premier suivi sage-femme. Ah, oui. Oui, vraiment. Puis ce qui monte en moi en t'écoutant, tu sais, quand tu parles de capacité d'agir, c'est que vous êtes aussi formé pour ne pas agir, dans le sens où, tu sais où je m'en vais, mais je vais m'expliquer. Souvent, tu sais, on peut entendre des récits, parce que c'est souvent ça qu'on entend en tant que femme enceinte, future maman. Les récits qui viennent à nous sont souvent très traumatiques, très négatifs. Euh, Puis ben, on se dit, oh mon Dieu, mais là, il y a eu telle complication, puis une maudite chance qui était à l'hôpital. Puis là, elle aussi, mon Dieu, est arrivé telle affaire, une maudite chance qui était à l'hôpital. Puis là, elle, sa médecin, il a dit que là, si elle avait pas été à l'hôpital, son bébé serait mort. Puis, fait que là, on internalise tout ça, donc on assimile que pour être en sécurité, parce que s'il arrive toutes ces complications-là, faut être à l'hôpital. Puis des fois, on détricote un petit peu l'enfantement, ben on se rend compte que ben peut-être qu'on en est venu à ces complications-là parce qu'il y a eu telle intervention non nécessaire, telle intervention non nécessaire, telle intervention qui ont emmené à ces complications-là. Puis que peut-être que, je vais oser dire ça, mais peut-être que même si on n'avait pas été à l'hôpital, on aurait été plus en sécurité au final. Parce que la lunette gynécologique, c'est d'intervenir parce que, comme qu'on voyait, vous, votre lunette est très dans la physiologie. Donc, on respecte le rythme, on respecte le rythme de maman, de bébé, tout ça. Fait que vous êtes aussi formé dans la grande sagesse de l'importance de ne pas intervenir. Tant et aussi longtemps qu'on n'observe pas de réels besoins d'intervention. Fait que je trouve que juste ça peut être un grand facteur de protection aux possibles complications. Alors Mhm. que dans le paradigme médical, ce qu'on considère comme très normal, ben c'est souvent des complications auxquelles on fait face que si on avait respecté davantage le rythme de la femme et de bébé, on n'en serait pas venu à cette cascade d'interventions-là. Mhm. Ça a monté en moi quand je t'écoutais. Mhm. Fait que autant que la sage-femme, elle est formée pour agir si elle observe des complications, autant qu'elle a la sagesse et la connaissance
Tu sais, ça me fait penser là, dans le brain, là, bénéfice, risque, intuition, alternative, puis le ne rien faire, pratique sage-femme. Mm. C'est vraiment, tu l'expliques vraiment bien. Puis cette posture-là, parce que je trouve ça intéressant de faire le parallèle avec la formation, cette posture-là, c'est quelque chose qui se développe avec le temps aussi. Chez la sage-femme, c'est pas quelque chose qui est acquis. Tout comme les compétences à agir dans une urgence, la compétence de tenir un espace sécuritaire est aussi développée dans la formation sage-femme. Mais c'est plus intangible et c'est très difficile de mettre des mots parce qu'on n'est pas dans une société qui valorise cette posture-là du ne rien faire. Puis je veux juste faire attention en disant rien faire. On assure la surveillance, Mhm. comme toujours avec l'accord des parents, bien évidemment, les signes vitaux, l'écoute du cœur du bébé. On a quand même comme on suit les recommandations euh, de surveillance, là, je dis surveillance, mais Mhm. de, de gardienne de l'espace, j'aime mieux Mhm. dire ce mot-là, toujours avec l'accord des parents, de la maman. Entre autres, mettons l'écoute du cœur, on fait vraiment attention que ça ne vienne pas perturber le processus ou la sécrétion des hormones. On ne va pas écouter un cœur pendant une contraction. De toute façon, c'est pas ça qui est recommandé, mais vous voyez un peu, là, on fait beaucoup attention parce qu'on sait que au-delà, au-delà de notre... En fait, ce n'est pas notre pouvoir à nous de faire que l'enfantement va bien se passer. C'est qu'il faut qu'on préserve l'espace de la personne qui est en train d'accoucher. Et donc, là, c'est là qu'on rentre un peu plus dans comment se passe un enfantement avec sage-femme. Bien, c'est tout aussi important que, je vais donner un exemple bien simple, là, que les lumières soient fermées ou tamisées, Mhm. puis La base, quoi. de chuchoter Mhm. euh, que de prendre le pouls d'une personne qui arrive pour moi à un accouchement. Donc, avant même que je prenne ces petits signes vitaux, je vais avoir tamisé les lumières, m'assurer que les choses sont rangées, je vais avoir chuchoté, je vais avoir attendu la fin de sa contraction. Ce n'est pas une urgence, là. C'est un moyen pour moi, parmi tant d'autres. Je peux observer beaucoup de choses sur comment va cette personne devant moi que je connais depuis 6 mois, Mhm. au-delà des signes vitaux. Puis elle va me le dire aussi, parce que j'ai aussi confiance qu'une maman peut me dire, bien avant que moi j'aie entendu que le cœur de son bébé me présente peut-être des signes de fatigue, va avoir peut-être aussi des préoccupations. Puis ça m'arrive quand même. Ça nous arrive comme sage-femme, que la mère sent qu'il y a quelque chose, tu sais. Fait que c'est bon ce que tu dis. Je trouve que il y a, faut pas négliger cette part-là, puis ça fait pas partie de l'approche biomédicale beaucoup, mais je dois quand même dire que je l'ai observé chez certains gynécologues obstétriciens de grande expérience euh, qui avaient cette ouverture-là de tenir des espaces, de faire attention, qui reconnaissaient que l'impact des mots, l'impact de la posture, on ne se met pas au-dessus, on se met accroupi, de mettre au cœur la femme qui est en travail, c'est la personne la plus importante ici maintenant. Là. Ce n'est pas nous, c'est pas nous comme Mhm. professionnels, nous. Puis de faire ça, ça a un impact positif et c'est, comme tu dis, un moyen de préserver la sécurité, effectivement. Ouais. C'est une Mm, denrée rare, tu sais, ça existe, là, tu sais, mais c'est mm, ça. Ouais. ouais, Puis tu sais, c'est au-delà du médecin en soi, là, c'est tellement systémique, c'est ouais. tellement comme une grande problématique au-delà de la personne en soi, là. Mhm, Mais puis au niveau des contextes aussi d'enfantement avec sage-femme, je pense que c'est dans la richesse aussi de votre pratique, mais il est possible d'enfanter à différents endroits. mhm. Oui, fait que c'est les trois. Ben, là, ça va dépendre des régions, mais en général, dans les grands centres, là, dans le fond, il y a les trois lieux de naissance. Fait que soit, quand il y a une maison de naissance, il y a la maison de naissance à la maison ou à l'hôpital. On a toujours une entente avec des hôpitaux. Il faut comprendre que quand c'est à l'hôpital, s'il n'y a pas d'infirmières médecins qui viennent, là, c'est comme si on loue la chambre. Fait qu'on est libre, là, il y a pas de visite de d'autres personnes dans la pièce. Mais s'il n'y a pas de maison de naissance, fait que ça va être soit à la maison ou à l'hôpital.
parce que comme par exemple, si on va en Gaspésie, tu sais, dans des endroits où il y a un taux de natalité plus faible, ils n'ont pas construit de maison de naissance nécessairement. Il y a quand même des groupes qui militent pour avoir une chambre de naissance alternative, je tiens à le nommer, parce que justement, euh, les territoires sont très, très grands là, en région. Tu sais, puis à la maison, ça peut être qu'habite à 1 heure et demie. Fait qu'en tout cas, il y a ça qui se passe, mais tu sais, on est en fait là dans même la définition là, sur le regroupement des sages-femmes du Québec, là, on a revu nos normes. En tout cas, je veux juste le nommer, c'est dans tout lieu choisi par la personne qui accouche, là, dans le sens où c'est pas nécessairement à la maison. Là. Ça peut être chez le cousin, ça peut être, comme je te disais, dans les communautés autochtones, il y a eu une naissance sous le tipi. C'est le lieu choisi par la personne. Donc, nous, on s'adapte. Mais dans tous les cas, on a le même matériel. On a nos mains. Euh, on a, on a tous les mêmes savoirs qu'on transporte avec nous. Mm. Hmm. T'as dit un mot-clé. T'as dit nous, on s'adapte. Je pense que ça résume très bien. Mm. Oui, Vraiment. tout à fait. Puis, tu sais, c'est un, c'est vraiment une posture de qui est au centre, tu sais. Puis c'est ça c'est ça la pratique sage-femme, c'était ça la volonté, tu sais, des groupes qui ont milité pendant des années pour le retour de la pratique sage-femme. C'est, c'est que quand on rapatrie tout dans un hôpital, on travaille plus à ce que le système fonctionne autour que mettre au cœur la personne dans les décisions. T'sais. C'est comme si la personne, il faut qu'elle s'adapte au système. T'sais. Quand tu arrives pour accoucher à l'hôpital, tu dois t'adapter au protocole, tu dois t'adapter à ce qui est là, parce que là, sinon, c'est bien trop compliqué. T'sais. Alors que quand, je vais le dire avec les yeux qui roulent, là, dans le sens, ça semble bien compliqué de s'adapter à Hmm. l'individu, dans un beaucoup plus compliqué à l'hôpital. Ouais. Tandis que nous, c'est au cœur, en fait. Mais tu sais, on a quand même juste rappelé, là, tu sais, à la maison ou à un accouchement, on a quand même des guides, là. On ne peut pas aller quelque part. Ben, c'est pas qu'on ne peut pas. On a besoin d'eau, par exemple. Ça, c'est un bon exemple. Tu sais. Fait que si c'est pas de l'eau courante, en tout cas, il faut de l'eau. Tu sais, puis, tu sais, je dis ça, puis bon, on ne rentrera pas là-dedans, mais je sais qu'au Nunavik, il y a eu des coupures d'eau là, très longues là, cette année. Puis les sages-femmes inuits ont travaillé dans ces contextes-là. Là. En tout cas, ça, c'est Hmm. un enjeu un grave problème dans le système de santé, mais il y a des choses de base qu'on va demander d'avoir accès. Tu sais, Mhm. on s'adapte, là, mais ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis, dans quel contexte? Parce qu'il y a aussi le fait des fois des mamans qui me disent: Ah, mais tu sais, OK, j'aimerais peut-être sage-femme, mais là, s'il y a un transfert, ça reste que, ben, au final, tu sais, je vais finir à l'hôpital. Fait qu'aussi bien tout de suite aller à l'hôpital. Fait que j'aimerais ça qu'on aborde un peu juste la notion de transfert. Comment se passe un transfert? Qu'est-ce qui justifie un transfert? Euh, Tell me more about le transfert. Ben, c'est toujours, ben, c'est un moment toujours, c'est vrai. C'est bien de l'anticiper parce que c'est pas, tu sais, c'est pas le souhait là, de base en général de transférer. Fait que là, dans le fond, il faut comprendre que dans notre règlement, dans notre loi, sage-femme, et si ça vous intéresse, c'est très simple. Vous pouvez taper sur Google cas de consultation ou transfert sage-femme au Québec et la liste est là. Fait que c'est vraiment la liste des cas de consultation à un médecin ou de transfert de soins vers un médecin sont clairs et nets. C'est la façon dont notre réglementation est faite au Québec. Ça laisse la place quand même, là, il y a quand même des zones grises, mais ça vous donne une bonne idée, dans le fond, de quel cas on a. Fait que, euh, dans un accouchement, comment ça va se passer? Parce qu'il y a des transferts prénatals. Par exemple, une femme qui a un diabète de grossesse non contrôlé par l'alimentation, qui a besoin d'insuline, c'est un transfert. Là, je ne prendrai pas le temps ici d'expliquer le pourquoi, mais il y a plein de bonnes raisons pourquoi c'est un transfert. Euh, En accouchement, la plus grande raison de transfert qu'on a, c'est la fatigue maternelle pour une péridurale suite à soit un arrêt de progression au début, un accouchement qui ne progresse pas assez rapidement, mais surtout une fatigue en fait. C'est pas tant le temps que la personne qui là, a besoin de se reposer, puis la seule façon, ça serait d'aller vers une épidurale pour dormir, pour
plus avoir de contractions. Ça c'est notre plus la plus fréquente. Voyons, c'est pas plus gros, mais fréquente raison de transfert. Ensuite, on va avoir différents cas. Et dans tous les cas, comment ça se passe? D'abord et avant tout, ça n'arrive jamais en claquant des doigts. Puis cette conversation-là, on l'a avec toutes les familles. Vers 34-36 semaines de grossesse, là, on l'aborde de long en large. Il faut parler de, même jusqu'à la césarienne. Il faut aller loin dans, tout est possible. On adresse ça avec toutes les familles. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va informer de nos préoccupations. On cache rien, il n'y a pas de secret. C'est important que les parents sachent qu'est-ce qui nous préoccupe là, dans un accouchement. Fait qu'on va informer. Ah, il y a ci, il y a ça. Par exemple, si on a entendu des décélérations du cœur du bébé, on va changer de position, on va faire un examen pour voir qu'est-ce qu'il y en est. T'sais, on informe, on travaille ensemble. Mais ça peut être aussi des fois les parents qui viennent vers nous. Ah, elle est vraiment épuisée, elle aimerait vraiment savoir une péridurale. Mais on va en avoir souvent, on va en avoir exploré toutes les options bien avant qu'on arrive à cette décision-là. Ce qui se passe, c'est qu'on va appeler les paramédics. Première étape, on a besoin d'un transport. Puis, on travaille vraiment bien avec les paramédics. Là, dans les 25 dernières années, ça s'est vraiment beaucoup amélioré. On a une meilleure compréhension commune de notre pratique, puis du rôle de chacun. Dans certaines situations d'urgence, c'est un travail d'équipe qui va se mettre en place aussi. Tu sais, les paramédics sont les champions là, des situations d'urgence, on ne va pas se le cacher. On va les appeler, puis après, on va appeler l'obstétricien de garde à l'hôpital parce qu'on a une entente de collaboration avec, toujours. Une équipe de sage-femme n'existe pas sans une entente de collaboration avec une équipe médicale pour avoir un corridor de transfert. On va l'appeler, on va la codifier, qu'on appelle, puis on va lui parler, lui expliquer, lui faire un rapport de la situation, puis elle va accepter ou non le transfert. Là. Ça peut arriver qu'elle dise, bien, nous, on est débordés, aller à tel hôpital. Bon, ça, c'est des détails, mais tu sais, c'est parce que des fois, on a 2 lieux de transfert. Mais c'est juste qu'ils sont au courant. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est le plus important pour les parents, c'est qu'ils nous attendent. Dans le fond, ils préparent une chambre. C'est une collaboration. Fait que quand on arrive à l'hôpital, bon, là, il y a le transport, on installe, on respecte aussi le rythme. Là. Fait que là, si c'est une urgence versus si c'est pour une péri, on y va au rythme de la maman, de ses contractions, de ce qu'elle est capable de faire dans son déplacement. Mais si on doit aller vite, 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 on agit, puis c'est rapide de transporter les mamans. Quand on arrive à l'hôpital, on est attendu, puis on va directement dans une chambre. On n'est pas là à attendre à l'accueil. Pour les personnes qui sont déjà allées à l'accueil obstétrical, on passe très rarement par l'accueil. Ça peut arriver pour si on est dans une décision de césarienne ou non. Et ça peut arriver. C'est très rare. Là. En général, on va dans une chambre directement. Puis là, on est accueilli par l'infirmière. Il va y avoir le résident, souvent dans certains hôpitaux, ou l'obstétricien gynécologue qui vont venir puis qui vont poser des questions. Puis nous, on va donner notre rapport. Souvent, on a soir, on donne les notes aussi. On fait une transmission de dossier. C'est ça, fait que Mais là, la sage-femme suit là, la maman. Là. La maman n'est pas juste on est là. chippée à l'hôpital. Pas du tout. Puis en fait, on est responsable au niveau légal jusqu'à ce qu'on, tu sais, moi je dis on tape dans la main, mais c'est pas ça qu'on fait physiquement, mais il faut vraiment qu'il y ait comme physiquement le médecin qui dit je prends le relais. Tu sais, si c'est que l'infirmière, on est encore responsable. Que nous, on transfère les soins au médecin. Fait que si par exemple le médecin est en césarienne, mais tant qu'il est en césarienne, on demeure responsable. Là. C'est pas, on s'en va pas, on est là. Parfois, on est même les 2 sages-femmes à transférer parce qu'il faut savoir qu'aux accouchements, quand on arrive très près de la poussée, puis à la poussée, on est 2 sages-femmes. Donc, dans certaines situations, on transfère les 2 sages-femmes ensemble. Ouais. Hmm. Fait que c'est ça. Puis, on va faire un débriefage souvent avec les équipes médicales pour s'assurer de la bonne compréhension. Comme on a une approche quand même très différente, comme ils ne connaissent pas notre contexte de pratique, bien, on encourage ça fortement, de prendre le temps de leur expliquer plus largement le contexte et tout pour s'assurer que les parents soient bien pris en charge, puis qu'il n'y ait pas non plus à répéter à 10 000 personnes, que ce soit nous qui fassions ce travail-là le plus possible. Ouais. 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 Hmm.
Puis je pense qu'on craint autant peut-être le transfert parce qu'on a tellement, un peu comme je disais tantôt, la lunette des complications, que Hum. là, on est comme dans cette vision-là, alors que c'est pas la majorité non plus, tu sais, des enfantements qui sont transférés. Bon, j'ai pas de stats là, sur le taux de transfert. Euh, Ben, je peux te les donner, là, tu sais, ben oui, si t'es ça, de notre maison de naissance, là, tu sais, en, à l'accouchement, parce que, tu sais, il y a des transferts prénataux, là, fait ouais. mais, Mais mais mettons mettons, à l'accouchement. à l'accouchement, tu sais, on tourne entre 15 15 et 20%. Puis là, à tout moment de l'accouchement. Fait que ça peut être aussi en postnatal, là, avec un bébé, Mhm. par exemple, qui a une respiration rapide. Fait que, tu sais, dans tous les stades de l'accouchement et dont le postnatal immédiat. Fait que ça tourne autour de 15 à 20%. Euh, puis, tu sais, ça, c'est très variable d'une année à l'autre. On a déjà eu 10, en fait, je pourrais même dire 10. C'est qu'il y a eu la COVID qui a beaucoup chamboulé les chiffres dernièrement. Il y a Mhm. eu plus de transferts avec la COVID pour plein de raisons que je ne prendrai pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Mais tu sais, ouais, de 10 à 20. Puis ça va Ouais. dépendre si on a plus de clientèle, si c'est un premier bébé versus si c'est plus des multiports, parce que Mais ouais, les il y a accouchements tellement de sont... facteurs. Ouais. C'est ça. Ouais, Mais ça reste que c'est quand même moins que 27% de taux de césarienne. tout à fait. Fait Le qu'il y taux a de moins. césarienne Ouais. est très bas en maison de naissance. Tu sais, parce qu'on fait c'est ça, je le nomme avec grande assurance, là, tu sais, dans la littérature, le taux de césarienne des personnes suivies par une sage-femme au niveau de risque similaire, il faut faire attention, là, tu sais, les Ouais. gynécos sont spécialisés des grossesses à risque, là, fait que il est moins élevé chez les sages-femmes. Ça, c'est Hmm. bien connu. Oui, oui, clairement démontré. Mm. Euh, Puis, dernière petite notion que j'aimerais aborder, parce qu'en ce moment, il y a 4% des naissances qui se font avec sage-femme. Puis, c'est quelle, en fait, limite actuelle? Qu'est-ce qui limite l'accès aux sages-femmes? Pourquoi on en est à seulement 4%? Mm. Mais là, ça, là, c'est une... Là, on ouvre une C'est ça. grande... On finit avec ça, mais je t'ouvre une autre affaire. Ouais. Puis d'ailleurs, il y aura le sommet des États généraux à la fin du mois de novembre. C'est les États généraux sur la pratique sage-femme en novembre 2025. Et la première question qui va être adressée à l'ensemble des participants, c'est l'amélioration de l'accès équitable aux soins et services sage-femme. C'est une grande Hmm. question. Je rajouterais le volet équitable. Je trouve que c'est vraiment important de l'ajouter avec accès via l'équité. Parce que l'accès est inéquitable en ce moment aux soins et services sage-femme. Puis quand je parle d'inéquité, c'est autant par région que par les différents communautés, groupes qui composent notre société. Hmm. Euh, et qu'est-ce qui limite l'accès? C'est vraiment multifactoriel. Et là, on active ma fibre militante. D'ailleurs, il faut que tu saches que mon projet de maîtrise, je, il est, et c'est ma question de recherche, c'est quels sont les facteurs qui ont une influence sur le financement de la pratique sage-femme et son accès, dans le fond. C'est mon projet de maîtrise. C'est une Wow. grande, et moi, je me concentre sur le volet financement. En anglais, c'est funding. C'est l'investissement. C'est pas le financement, Hmm. c'est l'investissement au-delà de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qui a pourquoi, qu'est-ce qui a un impact sur l'investissement qu'on fait dans notre profession? Parce que la réalité, c'est que ben, il y a plusieurs systèmes de pression qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne les sages-femmes. Je ne vais pas prendre trop de grands mots, mais je pense que c'est important qu'on comprenne que la pratique sage-femme, ben, c'est profondément une profession féministe, militante, basée sur la militance de plusieurs personnes, groupes, individus, euh, de ramener une forme de soin qui est à l'opposé de ce qui est dominant dans notre système colonial patriarcal. Donc, en soi, de mon point de vue, c'est vraiment très personnel, mais le premier élément qui a un impact sur la limitation de l'accès,
Ben, c'est qu'il y a une limitation d'investissement, là. Je veux dire, c'est limité. L'investissement dans la profession là, est juste assez pour qu'elle puisse exister et Survivre. progresser, survivre, puis progresser à un niveau qui permette de se taper un peu dans le dos. De dire, on a plus de maisons de naissance. Fait que, tu sais, c'est comme le parfait exemple de, tu sais, c'est une croissance là, qui permet à certains moments des politiciens de dire qu'ils sont bien fiers parce qu'ils ont construit une maison de naissance, mais qui ne va pas faire que ça va nuire à la bonne collaboration avec certaines fédérations, groupes corporatistes très puissants dans notre société qui ne voudraient pas là, que la profession sage-femme soit la première porte d'entrée Hmm. de l'ensemble parce que, des personnes, des femmes enceintes, parce que ça aurait un impact sur leur propre groupe. Fait que ça, c'est comme fondamentalement, il faut comprendre ça. Les sages-femmes évoluent dans un système qui les oppresse de plein de façons. Plein de façons. Et ça a un impact sur l'accès pour les individus ou les personnes qui écoutent, qui sont enceintes. Ce que ça a comme impact, c'est que ben, la formation, par exemple, ça fait 25 ans qu'il y a le bac, puis ben, c'est tout récemment, et ça, c'est systémique. Là. Je veux juste faire attention, je ne pointe pas d'individus, mais que c'était seulement 24 admissions là, par année. Mais comme on est dans un système d'une formation expérientielle, il faut plus de sages-femmes pour former plus de sages-femmes, il faut plus de ça. Mais si on n'a pas une croissance rapide, ben la croissance du nombre d'admissions ne faisait qu'être très, très lente. C'est très simple comme mathématique, tu sais. Et là, on a un programme, c'est magnifique. Là, cette année, il y avait 31 personnes étudiantes qui ont été admises. Je voyais le groupe, j'étais comme, c'est plus un certificat personnalisé de 12 personnes. 40 personnes étudiantes à l'UQTR en pratique sage-femme, c'est une première. C'est vraiment important comme année. Ça aura pris 25 ans. Et, Hmm. mais fait que ça, c'est un des premiers éléments. T'sais, comment arriver à en former plus quand aussi bien, celles qui sont sur le terrain, est-ce qu'elles restent? Et là, on rentre dans les conditions de travail, on rentre dans, tu sais, je vous parlais que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très demandant. C'est une profession qui est magnifique dans, comme les équipes de sages-femmes. Le mot que je dirais, c'est sisterhood, là. On se tient, Ouais. on travaille en équipe. Tu sais, mon équipe me manque là, quand je le dis, là, dans le sens où il y a quelque chose qui est unique dans une équipe de sages-femmes, aide natale, Il y a une l'ambiance de sororité. travail, une sororité. Mais il y en a plusieurs qui quittent parce que pour plein de raisons, la conciliation travail-famille, la recherche de solutions à ces enjeux-là pour garder à la pratique les sages-femmes. Mais il n'y a pas eu d'investissement non plus pour ça vraiment, à part comme récemment un peu de travaux qui ont été faits avec le ministère de la Santé, mais les solutions qui sont vues sont toujours celles qui sont simples. C'est quoi la simplicité? C'est de retourner dans le système biomédical, patriarcal, qui est l'hôpital. On ne valorise pas l'expertise des sages-femmes d'être hors centre CH, puis de trouver des solutions pour soutenir cette pratique-là hors centre CH. On envisage carrément tout le temps de rentrer les sages-femmes vers le milieu qui est le plus simple, qui est l'hôpital. Puis vous Hmm. l'entendez un peu dans ma voix, je trouve ça dommage. Je trouve qu'on a une expertise unique, puis ben, ça limite, en quoi ça limite l'accès, c'est que la réalité, c'est que ben, les sages-femmes au quotidien sont dépourvues de solutions pour leurs enjeux. C'est tout récemment que le salaire, là, j'ai travaillé en équité salariale. Quand j'ai commencé comme sage-femme avec le niveau de responsabilité, j'étais payée 26 de l'heure. Ça, c'est le Ah 13 ans. ouais. Ouais. C'est ça, c'est le 13 ans. Tu sais, je veux dire, je veux juste comme il y a Hmm. beaucoup de travaux qui sont en cours, juste dans les conditions de travail, au niveau salarial, la reconnaissance, les systèmes qui évaluent même notre travail, les évaluent avec des lunettes patriarcales. Fait que, comme ils ne voient même pas, ils ne valorisent pas le caring, le prendre soin, le être là, le tenir Ouais. l'espace, tu sais. Fait que là, tu m'as parti, là, mais il y a tellement de couches à qu'est-ce qui limite l'accès juste d'un point de vue systémique. Mais là, après, on rentre dans, quand vous êtes enceinte, vous appelez, maintenant, c'est le service Ma Grossesse. Est-ce que vous avez été offert un suivi sage-femme au service Ma Grossesse? Et on a travaillé très fort à l'association pour que ce soit là, mais c'était même pas là à certains endroits au début. Fait que l'entrée, là, de je veux un suivi de grossesse,
Les sages-femmes n'étaient même pas nommées au départ. Là, il paraît que c'est réglé, mais je ne suis pas certaine que ça serait réglé partout. Parce qu'il faut que les gens qui répondent, là, ils sachent qu'on existe, puis qu'ils informent les gens de contacter les maisons de naissance. Après, sinon, ça revient aux individus de faire des recherches, puis de bien trouver où sont les services sages-femmes. Mais dans les portes d'entrée de notre système de base, ben, il y en a qui savent, ils seront même pas référés. Fait que, tu sais, ça, c'est un enjeu majeur. Fait que, voilà, je pense que c'est ça. Il y a tellement de couches à cette question, mais en ce moment où je me situe dans mon expérience, j'en reviens beaucoup au système. Puis, tu sais, j'encourage vraiment, comme là, on se parle aujourd'hui, ben, la réalité, c'est que, comme je t'avais mentionné, est-ce que les jeunes filles savent, se font enseigner que les sages-femmes existent? Est-ce que c'est enseigné au secondaire, que c'est une option? Tu sais, il y a tellement de barrières encore dans notre société à l'accès. Puis, il y a un élément, je pense que je veux juste terminer avec ça, c'est que si on va dans le volet équité, on sait que les personnes racisées, les personnes noires autochtones, LGBTQ+, ont des enjeux de santé de par toutes les intersections de pression qu'ils rencontrent ont des enjeux de santé qui vont faire que peut-être que d'entrée de jeu ne pourraient pas être suivis par une sage-femme parce qu'on fait des suivis de grossesse de personnes qui ont une santé, qui sont en santé, entre guillemets, là, je mets des guillemets. Ouais. Le Mais fameux comment? normal, entre Le guillemets, fameux là. normal. Ouais. Mais pourquoi on ne travaillerait pas en collaboration entre professionnels pour que la sage-femme soit quand même impliquée dans ces suivis-là et reconnaître l'expertise sage-femme, particulièrement pour ces personnes-là, dans ce que je viens de vous expliquer, comme l'écoute, les choix éclairés, l'autonomisation, des personnes qui ont vécu souvent des traumas ou qui ont vécu des violences à différents endroits dans le système, où la sage-femme quand même est reconnue pour son expertise dans ces situations-là. Ça, c'est un autre enjeu. C'est notre capacité à mettre en place des solutions novatrices de soins qui viennent répondre à des communautés en collabo avec d'autres professionnels de la santé. Et ça prend de l'investissement de temps, ça prend de l'investissement d'argent, ça prend des gens ouverts d'esprit. Puis ça, ben, ça commence, c'est beau, ça commence, il y a des beaux projets qui existent de plus en plus, mais ça aura pris 25 ans. Fait que Ouais. là, on espère que ça va s'améliorer. Hmm. Merci. C'était. T'as fait un beau wrap-up de tout le multicouche, multifacteur, vraiment. Vraiment. Euh, et pour terminer, si tu pouvais parler ou dire quelque chose à une future maman là, qui hésite entre son type de suivi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Hmm. Ben, c'est drôle que tu me posais la question, puis là, je plonge dans mon expérience comme maman. Puis j'aurais envie de lui dire de prendre le temps de se déposer, de s'asseoir, de mettre les mains sur son ventre, puis d'entendre, puis de prendre le temps d'entendre toutes ces histoires-là qui lui ont été racontées, de se dire que c'est pas son histoire, puis de visualiser qu'est-ce qu'elle a envie de vivre dans son parcours de grossesse, d'accouchement. Qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce que tu as envie de vivre, là? C'est toi qui es au cœur. Toutes les autres histoires, là, c'est beau, c'est moins beau, c'est intense, c'est toujours intense. Dans tous les cas, c'est intense. Ça, on se le cachera pas, là. On devient parent, là. Accoucher, c'est intense. J'en enlèverai jamais ce mot-là. Mais c'est comment tu veux la vivre, cette intensité-là, avec qui, par qui tu vas être accompagné, comment tu le vois. Puis c'est de se remettre au cœur, puis c'est là qu'elle se situe la réponse. Après, les autres là, sont autour. Que ce soit un médecin, une infirmière, un IPS, une sage-femme, sont autour, puis ils peuvent juste devenir en service à ton besoin, puis à ta vision de ta grossesse, ton accouchement, ton postnatal.
Et si c'est un médecin, c'est un médecin. Si c'est une... L'important, c'est que tu mettes en action ta vision, puis que tu clarifies tes besoins dans cette expérience-là, ici, maintenant. Pas basé sur celle des autres, pas basé sur ta grossesse d'avant, ni sur ta mère ou ton beau-père, mais toi, c'est quoi que tu veux. Puis je pense qu'après ça, c'est d'aller à la rencontre. C'est correct d'aller faire... si c'est encore des doutes, ben c'est des nommer, c'est quoi mes doutes, c'est quoi mes craintes. Bon, OK, comment je peux répondre à ça? Je vais aller rencontrer, OK, il y a une soirée d'info, ou je vais aller rencontrer mon médecin. Je vais voir, ça répond-tu. Tout ça, pour moi, c'est juste de se ramener responsable. C'est beaucoup dans la responsabilité. Vous êtes responsable pour le reste de votre vie de ce bébé-là, de ce futur bébé, mais aussi de prendre des décisions qui vont, euh, qui vont vous permettre de vivre le plus possible l'expérience que vous visualisez. Mm. Hmm. Vraiment, parce que je pense qu'on oublie encore trop souvent à quel point on a un pouvoir d'action sur comment se vit cet enfantement-là. Il y a plein de choses sur lesquelles on a un impact, sur lesquelles on a un pouvoir. OK, on contrôle pas comment ça se déroule, on contrôle pas la position de bébé nécessairement, on contrôle pas bien des affaires, mais on oublie qu'on a le choix sur plusieurs choses. Oui, Mm. tout à fait. Puis que les histoires des autres sont leur histoire. Puis là, ce qui est le fun, ce qui est magique, en fait, là, c'est c'est- c'est que tout se trace au quotidien. Puis je sais pas si ça te fait ça, moi, quand j'étais enceinte. Je trouvais ça vraiment fascinant quand je croisais des gens, puis ils me disaient hey, félicitations, tu sais, quand je commençais à avoir une bédaine. Puis c'est drôle, parce que j'avais juste envie de leur répondre hey, mais moi, je fais rien, là. Ce bébé-là, il grandit tout seul. Puis, tu sais, Mm. il y a quelque chose de. Il y a des choses, c'est ça qu'on a un lâcher prise à avoir dans la grossesse qui est vraiment. Mais on a des éléments très clairs sur lesquels on peut agir. Puis c'est ça, Mm. tu fais référence au pouvoir d'agir, entre autres, sur qui nous accompagne dans ce parcours-là. Ouais. Puis c'est pas toujours le cas. Puis des fois, on n'a pas vraiment de choix. Puis c'est juste un choix qui s'offre à nous. Mais alors, quelle autre option qu'on peut avoir? Amis, famille, doula, tu sais, parce que il y a il y en a plein d'options. Puis il faut juste explorer, puis ne pas être seul, ne pas penser en tout cas qu'on qu'on- qu'on est capable de traverser ça seul. Ça serait un autre Mm. conseil. Ouais. Ouais, puis ça me touche vraiment personnellement parce que moi, tu sais, encore aujourd'hui, ça réveille des blessures en moi quand j'entends, tu sais, oh, vous avez le droit de choisir votre professionnel. Oui, au niveau théorique. Mais au niveau pratique, moi, j'ai pas eu le droit parce qu'il y avait des listes d'attente, parce que j'ai pas eu accès et je me suis retrouvée, malgré moi, à enfanter à l'hôpital. Bon, j'aurais eu le droit d'enfanter à domicile sans assistance, mais, tu sais, fait que moi, souvent, quand j'entendais ça, mais tu sais, prenez le temps de bien choisir votre professionnel, ça me révoltait un peu, ça ravivait ma peine de ne pas avoir pu, moi, choisir. Mais Mhm. ça reste que, premièrement, il y a des démarches qui peuvent être faites, on peut essayer, puis advenant qu'on n'a pas accès, puis que ce droit-là, de par tout ce que tu viens d'expliquer sur le 4% de mini-accès sage-femme, ben après ça, comme tu as dit, OK, ben on peut-tu se créer notre Dream Team malgré que j'accouche en milieu hospitalier puis que c'est pas cohérent avec ma vision de l'enfantement? Mais y a-tu des choses que je peux faire pour optimiser mes chances puis mettre en place des facteurs de protection pour que ma vision se déploie, tu sais, parce que souvent on est bon, tu sais, pour ça, je veux pas ça, 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 mais après ça, parfait, qu'est-ce que tu veux? Puis là, c'est comme, Exact. euh... C'est Fait que je pense qu'on peut mettre des choses en place, tu sais, une doula, inclure le partenaire, l'outiller lui aussi, clairement communiquer avec notre professionnel, bon, puis etc., etc., mais ouais. C'est ce que je voulais ajouter sur la notion de droit qui me trigger tout le temps un petit peu personnellement. ouais, tu as tout à fait raison. Tu sais, c'est ça, faut faire attention. Tu sais, le choix n'existe, un suivi sage-femme n'est pas réel pour plusieurs. Mhm.
C'est sûr que j'ai un conseil à vous donner, c'est que moindrement vous avez un doute, appelez tout de suite quand même à la maison de naissance, puis mettez-vous sur la liste d'attente, puis vous Hmm. prendrez votre décision plus tard. Parce que si vous prenez votre décision à 3 mois, 4 mois, 5 mois de grossesse, vous n'aurez pas de place. Ça, c'est un fait Ouais. en ce moment au Québec. C'est pas. Apprends, t'es enceinte, t'appelles à la maison de naissance ou au service de sage-femme, tu mets ton nom. Tu prendras ta décision plus tard. Si t'es rappelé, tu diras oui ou non. C'est ça, puis tu peux Ouais. même dire oui, puis tu peux encore être un peu dans le doute, puis c'est correct. Puis comme ça m'a souvent confrontée comme sage-femme d'arriver voir des gens dans mon bureau qui avaient des doutes. Je ne le cacherai pas, surtout au début de ma pratique. Je comprenais comme pas, je sais pas trop mon petit orgueil, là, je pense. J'avais mon orgueil voyons, je suis pas censée être en train de vendre là, ma profession, puis je portais ça, Hmm. là, cet espace-là, mais j'ai compris plus tard, tu sais, que, en fait, c'était plutôt le contraire, tu sais, c'est quelle grande confiance que les gens ont, tu sais, tu sais, en fait, c'est qu'ils veulent vraiment, tu sais, c'est correct de vouloir vraiment valider. Est-ce que ma vision que j'ai, je peux la déployer avec toi? Hmm. Puis, est-ce que c'est OK? Puis, c'est un grand privilège, finalement, mais au départ, tu sais, c'est vrai que comme sage-femme, comme on est si peu accessible, en général, on reçoit beaucoup, beaucoup de reconnaissance et de gratitude de notre clientèle dans ce système-là. Mais la réalité, c'est que faut constamment demeurer vigilante qu'on réponde aux besoins dans tous les cas. Je me suis fait dire dans des sphères politiques, là, vous, c'est le service 5 étoiles, là, avec un peu de dénigrement. Mais la réalité, c'est que pour moi, c'est pas un service, c'est un service de base, puis que les autres services sont désuets. Euh, Hmm. puis, quelle posture qu'on se met, là? C'est quoi notre standard? Puis, Ben, puis ça mon service. illustre bien la place de la femme, tu sais, l'importance Exact. puis la reconnaissance qu'on accorde à la femme dans la société, là, ça en dit long si ça c'est considéré 5 étoiles alors que ça devrait être la foutue base, là. Mhm. Mhm. Puis, tu sais, souvent, ah, mais vous avez des super belles chambres, c'est normal que les gens ils aiment ça accoucher avec vous. Hey, la chambre, là, toi puis moi, là, on s'en fout quand on accouche. Tu Oui, sais, puis c'est une on chambre de s'entend. base, là. Mais tu sais, c'est aussi qu'on ferme les yeux, là. Mais si on arrive à Oui, les fermer, nos yeux, c'est parce qu'autour de nous, on est en sécurité, on est soutenu, totalement. on est entouré. Oui, on a des magnifiques bains, c'est vrai, ils sont super Mm. confortables dans notre maison de naissance. Il y a des choses, OK? Je ne veux pas les enlever. Mais c'est pas la chambre qui fait le suivi, là. C'est pas la chambre qui fait l'expérience de l'enfantement, là. Hmm. C'est des personnes autour de vous, tu sais. C'est vraiment, c'est beaucoup ça. Donc, Ouais. faut même être prudente comme sage-femme dans cette posture-là, de faire toujours attention on continue à répondre aux besoins de la personne devant soi, tu sais. Hmm. Merci tellement, Josiane. C'était riche, c'était complet. On a vraiment tout démystifié ce que je voulais clarifier par rapport à la posture et à la pratique sage-femme. Merci pour ton temps. Euh, Est-ce que de ton côté, il y a quelque chose qui montre que tu n'avais pas nommé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Mais tu sais, je sais pas à quel point tu réfères les gens, tu sais, dans ton podcast, mais euh, tu sais, n'hésitez pas comme d'aller sur le site internet du regroupement des sages-femmes du Québec pour trouver tu sais, on parle d'accès, là, tu sais, des fois, la base, c'est bien où est-ce qu'ils sont les maisons de naissance, où est-ce qu'ils sont les services sages-femmes, fait que, tu sais, pour avoir des numéros de téléphone, puis il faut vraiment pas hésiter d'appeler, c'est des petits milieux, c'est des maisons de naissance, fait que, tu sais, si vous avez des questions, je pense c'est un premier pas à faire que de Hmm. contacter puis de faire des recherches sur les bons sites Internet. Fait que c'est peut-être la petite chose, tu sais, quand j'entends quelqu'un qui dit, ah, j'ai pas trouvé le numéro de téléphone, j'ai pas appelé à temps, ça vient vraiment me chercher, là, tu sais, là, on est dans une base d'accès, là, tu sais. Fait que peut-être ça qu'on pourrait, tu sais, juste encourager les gens là, à faire cette démarche-là, mais sinon, non. Ben oui, dans le descriptif du podcast, je vais mettre le site de l'ordre, du regroupement, de l'association, tout ça, là, je vais vraiment linker. Vous aurez accès à tout ça De dans le l'UQTR, descriptif. si jamais on a des futures sages-femmes qui écoutent. Oui, parfait. Je vais ajouter ce lien-là certainement. Euh,
Fait que je réitère, mais merci vraiment beaucoup. Je pense que ça peut vraiment clarifier, aider à faire un choix, puis aller vers peut-être une rencontre, là, plus d'informations avec la maison de naissance. Donc, merci beaucoup, Josiane. Merci à toi.